Dans la rubrique Les Amis de Bruno, hein, les rencontres des Amis de Bruno, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui, Guy Scherrer. Hein. Tu vas nous parler d'un sujet que tu as à cœur, c'est l'Ukraine. Hein. Comment on arrive, en tant que Breton, ou ici, en Ukraine? C'est quoi l'histoire? L'histoire, merci Bruno de me présenter, de me laisser la parole et de parler de l'Ukraine, un pays qui me tient à cœur maintenant. Tu as dit breton, mais avec mon nom, je ne peux pas dire que je suis breton. Breton de l'Est, on va dire breton de l'Est. Breton de l'Est, accueilli, chaleureusement accueilli en Bretagne. Et ça a démarré avec notre retraite. Nous avions une maison de vacances en Bretagne, dans la presqu'île de Ruisse. Puis on s'est dit, la retraite, il faut la passer en Bretagne, chez nous. Évidemment, à partir du moment où on est en retraite, il faut s'occuper, il faut faire plein de choses. Et c'est un peu par hasard que j'ai découvert l'association nationale des Joyeux Petits Souliers, qui a c'est une association culturelle à but humanitaire. Et elle fait venir en France, fait tourner en France des jeunes danseurs de l'école de danse des Joyeux Petits Souliers de Lviv, qui sont souvent accompagnés des chanteurs qui s'appellent Orpheus. Je suis donc tombé dans ce bain-là. J'ai fait venir, grâce à des amis, les Joyeux Petits Souliers dans la presqu'île de Ruisse, dans la région. Et c'est ainsi que j'ai découvert l'Ukraine. Parce que c'est pas le tout de se rendre compte qu'il y a des coutumes, qu'il y a des us, qu'il y a des usages, de belles coutumes et une culture très profonde, très forte en Ukraine. Qui m'intéressait, mais je voulais m'intéresser également au pays. Alors ça, c'est plutôt la curiosité personnelle qui fait que j'ai découvert ce pays que je ne connaissais pas du tout. Donc au départ, c'est un groupe de chanteurs, musiciens, danseurs, absolument, qui cherchaient pour une tournée. Voilà. Et qui sont originaires de Lviv. Lviv, c'est une ville qui se trouve vers la frontière polonaise, par là, non? Alors, Lviv est une très grande ville, 1 million d'habitants à peu près, oui, quand même, oui. Qui se situe à l'ouest de l'Ukraine, à la frontière polonaise, oui. À 80 km de la frontière, et on va dire 160 km de Cracovie. C'est une belle ville, je crois. Hein. C'est une très très belle ville qui est classée au patrimoine de l'UNESCO, avec malheureusement ou heureusement, ce sont comme toute l'Ukraine, ils ont connu une histoire assez compliquée. Donc ils ont été envahis par les Tatars, envahis par et puis les migrations dans tous les sens. Et les derniers, c'était les Austro-Hongrois. Et donc l'impact culturel des Autrichiens est encore très très présente dans la ville, ce qui donne son cachet. Alors c'est une ville qui est, on va dire, actuellement dans le cadre pro-européen, très attachée aux cultures ukrainiennes, bien sûr aux racines du pays, mais qui s'oriente davantage vers l'Europe. Qui se tourne vers l'Europe. Qui s'est tournée depuis très très longtemps d'ailleurs vers l'Europe, puisque il y a eu énormément de résistance et de résistants dans cette ville-là pour résister contre les soviétiques, bien sûr, et les occupants de toutes les régions qui sont venus dans cette... Donc il y a une culture qu'ils essayent donc d'exporter, c'est ça? Alors ce qu'ils essayent... Il y a une grande... J'aime bien faire l'analogie entre la Bretagne et l'Ukraine. Et nos Lviviens, puisqu'on les appelle comme ça, sont très attachés à la culture, tout comme les Bretons. D'accord. Ils sont très attachés à leur langue. Oui. À Lviv, on parle l'ukrainien, alors qu'à Kiev, on parle encore beaucoup le russe. Donc il y a un mélange ukrainien-russe. À Kiev et à Lviv, c'est plutôt l'ukrainien. Donc plus leur culture, ils sont très attachés, là on peut le dire d'une manière générale, les Ukrainiens sont attachés à leur culture. C'est pour ça que j'ai mis ma chemise ukrainienne. Ils les mettent à des occasions importantes. Du type le dimanche quand ils vont à l'office.
D'accord. C'est en costume traditionnel. Quand ils vont au théâtre, quand ils vont à l'opéra, quand il y a un mariage, pour un mariage, il y a un mariage civil, il y a le mariage culturel et le mariage religieux. Donc dans le mariage culturel, ils mettent leur costume traditionnel. Donc c'est un pays qui t'apporte quelque chose, qui t'a apporté quelque chose? Alors c'est un pays qui est très attachant. Parce que, on ne connaît pas bien, nous, l'Ukraine. Alors, c'est vrai qu'on ne connaît pas bien l'Ukraine. Ce que moi je connaissais de l'Ukraine, c'est ce que nous avons appris au collège. Oui. Ça se situe entre la Russie et l'Europe. C'est un peu plus grand que la France, un peu moins, une population moindre que celle de la France. Et puis surtout, ce que nous avons appris, c'est le grenier à blé de l'Europe. Ça s'est arrêté là. Mais situé précisément sur la carte, est-ce qu'on sait qu'au nord de la frontière, c'est la Biélorussie? Non, tout ça, on ne sait pas. Mais il y a une entité, il y a une vraie culture, il y a une volonté d'exister, c'est ça que tu as ressenti? Il y a une vraie volonté d'exister. Et il y a une vraie volonté de défendre sa base, ses racines. Au moment où nous, en France, on se pose la question quelles sont nos racines, eux, ils sont convaincus de leurs racines. Et ces racines ont été tellement perturbées par les invasions qu'il y a une poignée d'Ukrainiens qui les conservaient et qui passent beaucoup de temps à les transmettre à leurs enfants, leurs petits-enfants, et ils résistent par ce biais-là. Cette culture résiste par ce biais-là. Et ils l'exportent effectivement grâce à... C'est une manière pour eux d'exister, alors? C'est une vraie manière pour eux d'exister et de se démarquer de l'envahisseur... le grand frère russe, là. Grand frère russe, de se démarquer par rapport à lui. Donc c'est extrêmement important pour eux de rester dans cette configuration, on ne va pas dire étatique, mais leur configuration naturelle. Donc il y a eu ces danseurs, chanteurs, et c'était Bretagne-Ukraine, l'association que tu présidais, qui organisait tout ça. Et comment ça se passe maintenant? Alors Bretagne-Ukraine, c'est une association que nous avons dû dissoudre, pour des raisons qui sont des raisons humaines. Évidemment, c'était lourd comme charge. Et puis, dans toutes les associations aujourd'hui, elles fonctionnent avec des retraités, des bénévoles, des bonnes volontés. Et nous avions eu énormément de personnes malades, donc qui ne pouvaient plus subvenir aux charges de l'association. Et puis moi, ça faisait une dizaine d'années que j'étais dans cette action, donc il fallait que je change un peu, que je prenne un peu d'air. Nous n'avons pas trouvé de remplaçants, nous n'avons pas trouvé de bénévoles. Ça, c'est la partie humaine qui est une partie très très importante, parce que sans l'humain, on ne peut rien faire. Et puis il y a une partie économique qui est capitale aussi, parce que faire venir 50 danseurs et des chanteurs, c'est un gros budget. Et pour couvrir les budgets, on voyait que d'année en année, les chiffres à réaliser devaient être de plus en plus importants. Les chiffres de nombre de spectateurs, tu veux dire? Nombre de spectateurs, bien sûr, pour les spectateurs. Et ça, ça devenait, pour nous, pour donner un exemple, il fallait, pour uniquement la commune de Sarzeau, il fallait assurer un chiffre de recettes d'environ 5 000 €. D'accord. Avec des capacités de salles qui allaient au grand maximum, à 5 000 €. Sans compter que l'accueil se faisait dans les familles aussi. Oui, donc ça participait à diminuer un peu les charges. Mais maintenant, il faut avouer aussi que le frein majeur, c'est qu'il est devenu impossible d'organiser quelque chose. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait comme interlocuteur le maire de la commune. Ensuite, c'était le président de la communauté commune. Et puis maintenant, on va à l'échelon supérieur. Et la politique générale, c'est que les salles doivent être payantes. Donc ce sont des coûts supplémentaires qui
Pour donner une indication, pour une salle, lorsque la location de la salle est de l'ordre de 2 000 €, c'est 120, 150 personnes qui payent la location de la salle. Et quand vous avez une jauge de 500 personnes, il y a autant d'argent que nous pouvons plus lever pour les frais Voilà la raison primordiale. C'était un crève-cœur pour toute l'association d'arrêter, mais ça aurait été pire si nous avions décidé de continuer et justement de mettre l'ensemble en péril. Qu'est-ce qu'il en devient alors des relations avec l'Ukraine alors cela ne change rien de nos relations avec l'Ukraine, bien sûr. Amicales, c'est toujours des relations humaines, amicales, familiales. Donc nous recevons régulièrement des Ukrainiens chez nous en Bretagne. Ils vont venir. Et si nous pouvons faire venir des familles entières, avec grand plaisir. Donc les relations sont toujours fortes. C'est les spectacles qui vont s'arrêter. Ce sont les spectacles qui vont s'arrêter. Leurs merveilleux danseurs et chanteurs. Oui, mais ça n'empêchera pas qu'ils puissent venir s'il y a une autre entité qui se crée et qui pourra les recevoir. Oui. Toujours est-il que les relations avec les Ukrainiens sont toujours très amicales. Oui. Nous nous sommes rendus compte qu'ils étaient ouverts, prêts à souffrir pour venir se rattacher au wagon de l'Europe, ce qu'ils ont vécu. Entre la période, le Maïdan de fin 2013 et aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances, mais qui ne sont pas terminées. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il est probable que le grand frère russe, qui était très pris du côté de la Syrie, maintenant que la guerre en Syrie va s'occuper un peu plus du Donbass, et va s'occuper beaucoup plus de la Crimée. La Crimée qui est maintenant on voit ce qui s'est passé dans la mer d'Azov. L'arraisonnement des bateaux. Il est probable que son objectif, c'est d'embêter les Ukrainiens. Ou de les récupérer. Mais ce sera un peu plus difficile. Petro Poroshenko, le président d'Ukraine, a fait inscrire dans la Constitution deux points importants qui viennent d'être votés à la Rada il y a quelques semaines. C'est l'orientation du pays vers l'Europe. C'est ça. Ça, c'est très très important. Et puis il y a une autre mesure qui a été prise, c'est l'Église orthodoxe qui était bicéphale devient unicéphale. Donc tout le pan russe n'est pas parti, il est toujours là, mais ce pan russe aura moins d'aide et moins d'emprise sur la population. Alors il faut savoir que les Ukrainiens sont très très religieux. Et donc l'œil de Moscou par les églises orthodoxes russes sera moins forte, moins puissante. Donc ça, ce sont des points très importants qui sont passés là, mais il est évident que M. Poutine, lui, il ne va pas aimer cette situation-là. Donc un jour ou l'autre, il se réveillera, il se passera des choses. D'autant plus que dans les mesures de Petro Poroshenko, il est indiqué également qu'il veut s'orienter, se rapprocher de l'OTAN. Alors là, et donc là, on va voir quelles sont les réactions, comment ça va se passer. Notre espoir, c'est que ça se passe normalement, intelligemment. Il n'y a aucune raison, et ça c'est quelque chose qui me surprend quand je lis l'histoire de ce pays, il n'y a aucune raison qu'il y ait une guerre fratricide entre la Russie et les Ukrainiens. Parce que la Russie, elle est née de la Kiev russe. Donc il y a un fond qui est présent, qui est là. Il y a énormément de Russes qui ont été déplacés en Ukraine et vice-versa. Donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal, sauf des raisons qui sont des raisons économiques.
de démagogie et d'emprise sur politique. Ce qui intéresse la Russie, c'est les pauvres mines de fer, de charbon et de manganèse dans le Donbass, qui ne valent rien du tout. D'accord. Ce qui intéresse... Mais les champs de blé, ça les intéresse. ça intéresse toute l'Europe. Ça intéresse toute l'Europe. Et l'Ukraine reste un premier exportateur de céréales dans le monde, de céréales et de sucre. Donc ça les intéresse énormément, d'autant plus que en Russie, à part les quelques villes qui sont importantes, le reste est un désert. Oui. Donc voilà. Donc c'est la misère un peu totale dans ce pays-là. Misère que l'on retrouve quand on visite l'Ukraine, que l'on voit aussi quand même, oui, bien sûr. Malgré tout. Donc l'Ukraine souhaite qu'on lui tende le bras, l'Europe, on va voir. Voilà. L'Europe fait un maximum pour lui tendre le bras. Bon. Espérons que les choses se passent. Bien sûr. Le FMI aide beaucoup l'Ukraine aussi. Oui. Il est important que les accords de Minsk 2 soient respectés. Oui. Comme le disait un des ministres ukrainiens ces jours-ci, maintenant, il le disait à l'ONU, maintenant il faut se mettre autour de la table et il faut que les Russes montrent qu'ils agissent, qu'ils ne fassent pas du blabla, qu'ils soient vraiment précis dans les actions qui correspondent aux termes des accords de Minsk. Bon, souhaitons des arrangements, la paix, une ouverture. Bravo Guy pour tout ce que tu fais pour ce pays que tu as à cœur maintenant, qui t'a adopté quelque part, ou que tu as adopté. Que nous avons adopté, parce qu'il y a énormément de Bretons dans nos secteurs qui aiment l'Ukraine. D'ailleurs, il faut signaler aussi que du côté de Saint-Brieuc, il y a un consulat d'Ukraine. Ah d'accord, très bien. Voilà. Pour les gens qui s'intéressent à l'Ukraine. Qui s'intéressent à l'Ukraine, et pour les Ukrainiens qui sont en Bretagne, il y en a beaucoup. D'accord. Et je pense que dans le futur, il est probable que j'essaye de faire un peu plus pour l'Ukraine. Ça dépendra des opportunités, de ce qui va se présenter. En tout cas, merci Guy, et bravo pour tout ce que tu fais pour eux. Merci Bruno. Merci.